Le chiffre m'a frappé de plein fouet, bien avant que l'histoire elle-même n'ait le moindre sens. 250 000. Un quart de million d'enfants. Sans parents, sans nom de famille d'origine, sans acte de naissance, sans le moindre registre institutionnel indiquant d'où ils venaient ou à qui ils appartenaient réellement. Ils ont été entassés dans des trains entre 1854 et 1929, expédiés à travers les États-Unis comme s'il s'agissait d'une simple cargaison commerciale, puis distribués à de parfaits inconnus dans 47 États. Et d'une manière ou d'une autre, par un tour de passe-passe de la mémoire collective, cet événement est réduit à une simple note de bas de page dans les manuels scolaires. Une bizarrerie historique, une anecdote touchante. Au lieu de l'opération massive d'ingénierie sociale et d'effacement d'identité, quelle fut en réalité? Je ne cherchais absolument pas ça quand j'ai commencé cette enquête. À l'origine, je fouillais dans les registres d'infrastructures urbaines du XIXe siècle. Je traçais les anomalies dans les recensements, j'essayais de comprendre comment les villes documentaient leur population après les grands incendies qui ont balayé le continent. Mais un vide dans les archives m'a conduit à un autre vide, et cette absence de papier m'a mené à un nom que je n'avais jamais croisé dans aucun cours d'histoire. Les trains d'orphelins. La plus grande relocalisation de masse d'enfants de toute l'histoire du pays. Un programme implacable qui a duré 75 ans, qui a déplacé un quart de million d'êtres humains à travers tout un continent, et dont la vaste majorité de la population ignore tout. Ce simple fait devrait vous empêcher de dormir. Mais ce qui m'a profondément perturbé, ce n'est pas seulement le mouvement de ces trains. Ce sont les mathématiques qui les sous-tendent et la bureaucratie glaciale qui a orchestré ce silence. Avant que nous ne plongions dans les archives enfouies et dans les documents qui ont miraculeusement survécu aux purges, je vous demande de vous abonner à ce canal, de partager cette enquête avec ceux qui comprennent que l'histoire ne s'écrit pas toujours dans la lumière, et de me dire dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez aujourd'hui. Il y a une raison très spécifique pour laquelle je vous demande votre position géographique. Le réseau de ces trains a tissé une toile sur presque tout le continent. Il y a de très fortes chances que l'endroit même où vous êtes assis en ce moment ait été l'une des gares où cette formidable machinerie a opéré, où des enfants ont été déchargés et effacés de leur propre lignée. L'histoire officielle affirme que tout cela partait d'une bonne intention. Elle nous raconte qu'au début des années 1850, les villes de la côte est des États-Unis étaient asphyxiées par l'immigration. Des familles entières affluaient d'Europe, s'entassaient dans des logements insalubres. Et lorsque les parents succombaient inévitablement aux maladies, à l'extrême pauvreté ou aux accidents industriels, leurs enfants finissaient par errer dans les rues. On nous dit que, rien que dans la ville de New York, il y avait un nombre estimé entre 10 000 et 30 000 enfants sans abri en 1850. C'est alors qu'un ministre protestant, formé à la prestigieuse université de Yale, un homme nommé Charles Loring Brace, aurait observé ces enfants dormant dans les ruelles, formant des gangs pour survivre, se faisant arrêter et jetés dans des prisons pour adultes dès l'âge de 5 ans. Face à cette misère, il aurait décidé d'agir. En 1853, Brace a fondé la Children's Aid Society. Sa solution semblait simple, pragmatique et empreinte de bienveillance religieuse. Extraire ces enfants de la fange urbaine, les mettre dans des trains et les envoyer vers de saines familles d'agriculteurs dans le Midwest. Des familles qui, selon lui, manquaient cruellement de bras pour le travail des champs et qui, en échange de ce labeur, pourraient offrir à ces jeunes âmes une éducation morale rigoureuse et un toit. Le tout premier train a quitté New York le 1er octobre 1854, emportant 46 enfants vers une petite ville appelée Dowagiac, dans le Michigan. À la fin de cette même semaine, les 46 enfants avaient tous été placés dans des familles. Le programme a été immédiatement déclaré comme un triomphe absolu. L'idée a fait tache d'huile. D'autres organisations s'y sont greffées, comme le New York Foundling Hospital et l'American Female Guardian Society. Au final, plus de 20 agences distinctes ont participé à ce réseau. Et pendant 75 ans, le bruit des roues sur l'acier n'a jamais cessé.
L'histoire officielle affirme que ce fut un triomphe éclatant de la charité américaine, une mission de sauvetage monumentale qui a sauvé des générations de la ruine. Mais les mathématiques racontent une toute autre histoire. Et c'est là que le vernis de la philanthropie commence à se fissurer. Arrêtez-vous un instant et analysez froidement les chiffres. La population totale de la ville de New York en 1850 était d'environ 500 000 personnes. L'affirmation officielle, celle qui justifie tout le programme, avance qu'entre 10 000 et 30 000 d'entre eux étaient des enfants des rues, livrés à eux-mêmes. Cela signifie qu'entre 2 et 6% de l'intégralité de la ville n'était composée que d'enfants sans parents, errant librement. Déjà, ce chiffre défie la logique démographique. Mais voici ce qui rend la chose encore plus sombre. Dans les années 1870, malgré la construction frénétique de dizaines d'orphelinats, la création de multiples associations caritatives et le travail acharné de la Children's Aid Society qui expédiait des trains entiers d'enfants mois après mois, le nombre d'enfants sans abri aurait prétendument continué d'augmenter. Les programmes ne résolvaient pas le problème. Ils semblaient l'alimenter. L'offre d'enfants dits sans parents ne faisait que croître. D'où venaient tous ces enfants? C'est une question que la bureaucratie déteste. Les registres d'immigration existent pourtant. Les manifestes des navires qui traversèrent l'Atlantique existent. Les installations portuaires d'Ellis Island et d'ailleurs traitaient des familles entières, groupées. Elles ne traitaient pas des mineurs non accompagnés par dizaines de milliers. Si ces enfants sont arrivés en Amérique avec leur famille, cela signifie qu'il est arrivé quelque chose à ces familles après avoir posé le pied sur le sol américain. Quelque chose de si vaste, de si généralisé et de si méthodique que cela a pu produire 250 000 d'enfants dont les origines sont devenues soudainement intraçables sur une période de 7 décennies. Pour comprendre la véritable nature de cette opération, vous devez regarder au-delà des discours moraux et observer comment le système fonctionnait sur le terrain. Vous devez regarder l'exposition, la mécanique de la distribution. Lorsque ces trains arrivaient dans leur ville de destination, dans les vastes plaines du Kansas, du Nebraska, du Texas ou de l'Illinois, les enfants n'étaient pas remis à des familles d'accueil ayant suivi un processus d'adoption rigoureux et encadré par la loi. Absolument pas. Ils étaient emmenés dans les tribunaux locaux, dans les théâtres municipaux, dans les salles paroissiales, ou ils étaient tout simplement alignés sur les quais même de la gare. Des jours à l'avance, des tracts avaient été distribués et des encarts avaient été payés dans les journaux locaux, annonçant laconiquement « On cherche des foyers pour enfants ». Ces enfants étaient eux placés sur une estrade. On les forçait à se tenir en ligne, debout, exposés au regard de tous. Ils devaient décliner le nouveau nom qu'on venait de leur attribuer, chanter des chansons, réciter de petits poèmes répétés à l'avance, puis les habitants de la ville s'avançaient pour faire leur sélection. Les historiens qui ont épluché les témoignages directs de cette époque rapportent des scènes d'une froideur inouïe. La professeure d'histoire, Sarah Jane Richter, a étudié ces récits et déclare « Les gens s'approchaient, les touchaient, tâtaient leurs muscles, inspectaient leur posture et ouvraient leur bouche pour voir combien de dents ils avaient. » Un ancien passager de ces trains, un homme nommé Stanley Cornell, a décrit la scène avec ses propres mots bien des années plus tard, sans aucune fioriture. Nous nous arrêtions dans ces petites villes, nous descendions des trains et on nous inspectait. C'était ni plus ni moins comme une vente aux enchères de bétail. Certains agriculteurs venaient expressément pour commander des garçons robustes, proches de l'adolescence, capables de supporter le travail éreintant des champs. D'autres familles ciblaient les jeunes filles, parfaites, pour être asservies aux tâches domestiques. Un journal du Nebraska, en 1912, relatait de manière tout à fait banale comment les hommes venaient évaluer la musculature des jeunes garçons. Une femme de l'Iowa a même déclaré à un journaliste de l'époque qu'elle avait choisi un garçon en particulier pour l'unique raison qu'il avait les cheveux bien peignés. Les fratries étaient détruites de manière routinière. Les grands frères regardaient,
Impuissants, leurs petites sœurs être emmenées par des inconnus dans des chariots, partant pour des fermes isolées, sachant qu'ils ne se reverraient probablement jamais. Ensuite, les enfants qui n'avaient pas été choisis, se jugeaient trop maigres, trop petits pour le travail, ou simplement dépourvus du charme requis par ces acheteurs d'un genre nouveau, devaient remonter dans le train. Et le convoi repartait vers la ville suivante. Et la suivante. Jusqu'à ce que chaque enfant soit écoulé ou que la ligne de chemin de fer arrive à son terminus. Savez-vous d'où vient l'expression américaine « put up for adoption » ? Mise en adoption, elle vient littéralement de là. De ces enfants mis sur des estrades surélevées, put up, pour être offerts à la sélection publique. Et une fois arrivés dans leur nouveau foyer, l'effacement de l'identité était parachevé avec une précision clinique. Les instructions données aux familles d'accueil étaient en clair, couper tout lien avec le passé de l'enfant. Les noms de famille étaient effacés, les prénoms souvent changés, parfois plusieurs fois si l'enfant était renvoyé et placé dans une autre famille. Leurs histoires étaient réécrites. Il leur était formellement interdit de parler de leurs parents biologiques, de leur ville d'origine, de leur langue maternelle s'ils venaient d'arriver d'Europe. On leur ordonnait d'oublier tout ce qui avait existé avant le sifflet du train. J'ai trouvé dans les archives le récit d'un enfant qui a été renvoyé 3 fois. 3 familles différentes l'ont pris, puis l'ont retourné à l'agence, comme on retourne un outil défectueux, avant qu'une 4e ne finisse par le garder. Pas parce qu'il se comportait mal, simplement parce qu'il était trop petit pour tirer une charrue. C'était là la véritable monnaie d'échange, le travail gratuit. Les documents légaux qui accompagnaient ces transactions n'utilisaient d'ailleurs presque jamais le mot « adoption ». Le terme juridique imprimé sur les formulaires était « indenture ». L'indenture, dans le droit anglo-saxon, c'est le contrat de servitude, l'engagement de travail forcé pour une durée déterminée. Les abolitionnistes de l'époque, ceux qui venaient armés de se battre pour mettre fin à l'esclavage, ont vu exactement ce qui se passait sous leurs yeux et ont qualifié ces scènes de quai, de garde, de subasta, de esclavage blanc. Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Je vous demande de vérifier par vous-même. Plongez dans les archives des journaux des années 1860 et 1870. Les accusations n'étaient pas cachées dans des cercles conspirationnistes. Elles étaient le public, imprimées en première page. Les leaders de l'Église catholique à Boston ont accusé frontalement la Children's Aid Society, une organisation strictement protestante, de kidnapper systématiquement les enfants des immigrés catholiques irlandais et italiens pour les expédier loin de leur culture et les convertir de force à la foi protestante. Le révérend George Haskins a publiquement accusé la société de « vendre les enfants, corps et âme, aux agriculteurs ». Ce n'étaient pas des théories marginales, c'étaient des accusations formelles portées devant le Congrès et débattues dans la presse nationale. Mais la machine était trop rentable, trop bien huilée. Le système foncier et agricole avait besoin de cette chair fraîche. Et les trains ont continué de rouler. C'est ici que le grand mythe de l'orphelin s'effondre totalement lorsqu'on le confronte au registre institutionnel. Si votre arrière-grand-mère a été mise dans l'un de ces trains en 1890, quelles sont les chances réelles que ses parents aient été morts? Autour de 10%. C'est ce que prouvent les recherches historiques modernes et les fouilles dans les archives d'institutions prestigieuses comme l'université Johns Hopkins. 90% des enfants dans les orphelinats et asiles américains de cette époque avaient au moins un parent vivant. Vous avez bien entendu, 90%. Ils n'étaient pas orphelins. Ils n'avaient, pour la grande majorité, pas été abandonnés au sens où nous l'entendons. Ils avaient été extraits de familles qui étaient encore intactes, mais vulnérables, et le système qui les a engloutis se présentait sous les traits vertueux de la charité. Les registres le prouvent, ligne par ligne. Entre 1847 et 1869, l'asile des orphelins protestants de Saint-Louis a tenu des registres d'admission d'une méticulosité effrayante. Chaque enfant y était documenté. Chaque situation familiale y était notée à l'encre noire.
Lorsque les chercheurs ont examiné ces grands livres de contes humains, les statistiques ont révélé la supercherie. Seuls 27% des enfants admis étaient de véritables orphelins, les deux parents décédés. 4% avaient leurs deux parents vivants et 69%, plus de 2 enfants sur 3, avaient un de leurs parents encore en vie. Cette institution, comme des centaines d'autres, ne sauvait pas des orphelins. Elle traitait des familles, elle démantelait des foyers. Et Saint-Louis n'était pas une exception isolée. À la Nouvelle-Orléans, des chercheurs ont découvert qu'en 1915, seulement 15% des enfants enregistrés par le Bureau des prisons et des asiles étaient orphelins de père et de mère. À travers tout le pays, le modèle se répétait. La vaste majorité des enfants institutionnalisés avaient des familles. Des familles à qui l'on avait promis que, si elles traversaient une période de chômage extrême, de maladie ou de deuil temporaire, leurs enfants seraient pris en charge, nourris, éduqués et surtout qu'il leur serait rendu une fois l'orage passé. Mais beaucoup de ces enfants n'ont jamais revu leur porte d'entrée. Imaginez la scène du point de vue d'une mère en 1860. Vous êtes acculé par une crise financière soudaine, le décès de votre époux ou un hiver si rigoureux que le charbon manque pour chauffer votre unique pièce. En désespoir de cause, vous confiez votre enfant à une institution religieuse de la ville. On vous jure qu'il y sera en sécurité, qu'il apprendra à lire, qu'il mangera à sa faim. Vous vivez dans l'espoir de revenir le chercher quelques mois plus tard. Mais quelques semaines seulement après l'avoir déposé, votre enfant est déjà dans un train filant vers une ferme de l'Illinois. Son nom a été rayé du registre d'admission et remplacé par un autre. Son contrat de indenture a été rendu légalement contraignant par des lois étatiques votées spécifiquement pour faciliter ce trafic interétatique d'enfants. Et personne ne vous a contacté. Personne ne vous a demandé votre permission. L'institution qui vous avait promis une garde temporaire a agi comme propriétaire et a redistribué votre chair et votre sang de manière permanente, comme un simple intrant agricole. Ce n'était pas un dysfonctionnement du système. C'était l'essence même de son design. Et nous le savons parce que la sélection de ces enfants n'avait rien d'aléatoire. Elle était chirurgicale. Elle suivait des lignes de fractures religieuses, ethniques et de classe avec une froideur bureaucratique. Charles Loring Brace n'a d'ailleurs jamais caché ses motivations. Il l'écrivait ouvertement. Il considérait les parents immigrés, en particulier catholiques irlandais et italiens, comme intrinsèquement indignes d'élever des futurs citoyens américains. Il croyait fermement que soustraire ses enfants de leur milieu culturel d'origine pour les transplanter dans des foyers ruraux protestants était un devoir moral absolu. La charité n'était qu'un pipeline, un conduit qui filtrait et triait les enfants selon leur foi et leur ethnie. La société n'a pas modifié ses politiques face aux critiques parce qu'elles échouaient, elle les a maintenues farouchement parce qu'elles réussissaient au-delà de toute espérance à imposer une assimilation culturelle forcée. Mais si vous pensez que cette ingénierie sociale était un cas isolé, confiné aux ruelles de Manhattan, vous devez élargir votre champ de vision. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un schéma qui se répète avec une précision troublante sur plusieurs fronts, au cours des mêmes décennies exactes. Pendant que les trains vidaient les villes de l'Est des enfants d'immigrés, une architecture d'effacement parallèle et terrifiante était mise en place pour les populations autochtones de l'Amérique. À partir des années 1870 et jusqu'aux années 1960, les enfants amérindiens ont été arrachés à leurs tribus et envoyés de force dans des pensionnats fédéraux, boarding schools. L'architecte de ce système, le capitaine Richard Henry Pratt, qui a fondé la Carlisle Indian Industrial School en Pennsylvanie en 1879, a résumé sa philosophie en 1892 par une phrase qui résonne encore comme un coup de fouet. Tuer l'Indien en lui et sauver l'homme. Des enfants âgés d'à peine 5 ans étaient séparés de leur famille. On coupait leurs longs cheveux, un acte de mutilation spirituelle dans leur culture. Leurs noms traditionnels étaient abolis, remplacés par des noms anglais tirés au hasard d'un registre. Leurs vêtements étaient à brûler. Ils étaient spatus s'ils prononçaient un mot de leur langue maternelle ou s'ils tentèrent de prier selon leurs coutumes.
En 1900, il y avait 20 000 enfants autochtones piégés dans ces institutions. En 1925, ce chiffre avait explosé à 60 000. Le Congrès a même adopté une loi en 1891 obligeant les parents amérindiens à livrer leurs enfants à ces écoles, sous peine de voir le gouvernement leur couper les rations alimentaires de survie sur les réserves. Les photographies, avant-après, que ces institutions prenaient pour vanter leur mérite, sont d'une brutalité psychologique insoutenable. On y voit un enfant arriver dans ses habits traditionnels, l'air vivant, et sur la photo suivante, prise quelques mois plus tard, le même enfant porte un uniforme militaire ou un costume occidental strict, les cheveux tondus, le regard mort, son identité entièrement écrasée. Et ce modèle franchit même les océans. Ajoutez à ce bilan le programme des British Home Children. Entre 1869 et 1948, le gouvernement britannique a organisé la relocalisation de plus de 100 000 enfants des villes du Royaume-Uni vers le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Les conditions étaient archaïques ou presque un copier-coller des trains d'orphelins américains. La même fenêtre temporelle, les mêmes méthodes de transit, le même étiquetage trompeur de ces enfants comme étant des orphelins, alors que les historiens estiment que 2/3 d'entre eux avaient né par des parents vivants en Angleterre. Les mêmes identités falsifiées, les mêmes archives scellées à double tour. 2 programmes colossaux menés par 2 empires, sur 2 continents, produisant exactement le même résultat de dissolution familiale au même moment de l'histoire. Cela ne relève pas de la sociologie de la pauvreté, c'est de la logistique institutionnelle de très haut niveau. Comment une société civile, comment une culture parvient-elle à rationaliser, à accepter et à normaliser le fait que des centaines de milliers d'enfants apparaissent soudainement sortis de nulle part, sans lignée, sans passé, et soient redistribués comme des intrants économiques? Pour faire passer cela, il faut forger une narration. Il faut anesthésier la conscience publique. Entre les années 1900 et 1920, des centaines de milliers de cartes postales étranges ont commencé à inonder l'Europe et les États-Unis. Elles ne représentaient pas des paysages ou des monuments. Elles montraient des bébés poussant dans des champs de choux, pas comme une plaisanterie, mais comme l'imagerie dominante entourant la naissance et l'enfance, connue dans le monde francophone sous l'idée que les garçons naissent dans les choux et les filles dans les roses. Ces cartes montraient des nourrissons récoltés dans la terre, pêchés dans des rivières avec des filets, éclos d'œufs géants ou transportés en masse par des trains miniatures. Ces images ont été imprimées dans de multiples pays, dans de multiples langues, par des studios photographiques, souvent anonymes. Le monde de l'art moderne les qualifie aujourd'hui de fantaisie d'époque ou de folklore inoffensif. Salvador Dali lui-même les collectionnait, fasciné par leur surréalisme brut, reconnaissant en elles l'une des hallucinations les plus intenses de la modernité. Mais regardez ces images à travers le prisme de ce que nous venons de découvrir. L'iconographie de ces cartes est profondément transactionnelle, presque agricole. Les bébés jaillissent du sol. Ils n'ont pas de mère, pas de père, pas d'histoire, pas de sang. Quelqu'un, un jardinier, une fée, un facteur, les sélectionne et les distribue. Quelqu'un les ramène à la maison. Le conte de fées fait ici le travail psychologique de l'effacement. Vous ne pouvez pas dire à une communauté rurale qu'un quart de million d'enfants viennent d'être arrachés à leur identité légale dans des villes lointaines. Alors, vous envoyez des cartes postales de bébés récoltés dans des jardins. Vous normalisez dans l'inconscient collectif l'idée que les enfants sont des entités qui peuvent simplement apparaître, prêts à être réclamés. Et si vous pensez que cette connexion relève de l'exagération théorique, penchez-vous sur ce qui se passait physiquement dans les expositions universelles américaines durant ces mêmes décennies. Entre 1896 et 1943, un homme nommé Martin Cooney, qui n'a probablement jamais possédé la moindre licence médicale valide et qui a inventé son propre diplôme européen, a opéré des attractions à Coney Island et dans diverses foires à travers le pays. L'enseigne au-dessus de son pavillon annonçait en lettres géantes
bébés vivant dans des incubateurs. Les visiteurs, en mangeant leur barbe à papa, payaient 25 cents pour entrer et dévisager des rangées d'enfants prématurés luttant pour leur vie dans des boîtes en verre. Cooney prétendait avoir sauvé plus de 6500 de ces bébés. Les hôpitaux de l'époque refusaient catégoriquement de traiter les prématurés, les classant médicalement comme des faibles, qui ne méritaient pas qu'on gaspille des ressources pour les sauver. Alors, Coney les exhibait, juste à côté de l'homme à tête de lion et du cracheur de feu. D'où un homme tire-t-il un approvisionnement constant et inépuisable de bébés prématurés anonymes pendant 40 ans? Personne n'a jamais posé la question. Personne ne s'est offusqué que la vie humaine soit mise en vitrine et monétisée, tant que cela permettait à l'institution médicale de détourner le regard. Toute cette ingénierie humaine se déroulait avec, en toile de fond, une série de catastrophes qui semblent avoir opportunément effacé le passé. La nuit du 8 octobre 1871, le grand incendie de Chicago a pulvérisé plus de 17 000 bâtiments. Cette même nuit exacte, à 200 miles de là, l'incendie de Peshtigo, dans le Wisconsin, a consumé 1 200 000 acres de terre, tuant des milliers de personnes, produisant des tempêtes de feu que les survivants ont décrites comme apocalyptiques. Cette même nuit encore, des villes entières du Michigan ont brûlé jusqu'aux fondations. Ces événements ont engendré des déplacements de population sans précédent. Mais surtout, ils ont détruit le papier, les registres fonciers, les actes de naissance, les registres paroissiaux, les titres de propriété. Tout a été réduit en cendres volantes. Et c'est précisément dans ce vide documentaire total que des milliers d'enfants sans origine traçable ont inondé le système. Mais le véritable chef-d'œuvre de ce camouflage institutionnel, le dernier clou planté dans le cercueil de la mémoire généalogique, a eu lieu des décennies plus tard, dans l'obscurité d'un sous-sol de Washington, D.C. Si 1/4 de million d'enfants ont été relocalisés entre 1854 et 1929, il existait pourtant un document, un seul, qui aurait figé dans le temps le moment exact où cette machinerie tournait à plein régime. Le recensement fédéral de 1890 était l'étude démographique la plus poussée, la plus minutieuse que le gouvernement des États-Unis n'avait jamais entreprise. Pour la première fois dans l'histoire, le comptage s'appuyait sur des machines de tabulation électromécanique utilisant des cartes perforées, une invention de Hermann Hollerith qui fonderait plus tard IBM. Pour la première fois, on recueillait des données ultra précises sur le statut d'immigration, l'année d'arrivée, la capacité à parler anglais, la propriété immobilière et surtout la relation exacte de chaque individu au sein du foyer. Ce recensement aurait documenté avec une précision chirurgicale où vivaient les enfants des trains, chez qui ils logeaient, quel nom ils portaient désormais, et si leurs origines déclarées correspondaient à un quelconque registre d'arrivée de navires. Il a capturé la radiographie d'une nation de 63 millions de personnes, à l'instant même où la transition entre l'ancien monde et le nouveau s'opérait. Le 10 janvier 1921, un incendie a éclaté dans le sous-sol du bâtiment du département du commerce, là où reposaient ces documents. L'histoire officielle explique que 25% des registres du recensement de 1890 ont brûlé instantanément et que les 50% restants ont été lourdement endommagés par l'eau des lances à incendie et par la fumée. Mais voici le détail qui transforme ce qui aurait pu être un malheureux accident en une décision bureaucratique glaciale. Le recensement de 1890 était le premier de l'histoire pour lequel le gouvernement avait expressément décidé de ne pas conserver de copie de sauvegarde dans les bureaux locaux. C'était la copie unique. Et elle ne se trouvait pas enfermée dans la chambre forte ignifugée du sous-sol, là où les recensements de 1880 et de 1900 reposaient en toute sécurité. Non, le recensement de 1890 était empilé sur de simples étagères en bois de pin, dans une pièce ouverte au public, mitoyenne d'un atelier de menuiserie, rempli de sciures et d'une chaufferie. Le seul document irremplaçable était placé dans la pièce la plus inflammable de tout l'édifice. Une fois le feu maîtrisé, les registres imbibés d'eau, dont une vaste proportion restait pourtant lisible et récupérable,
n'ont fait l'objet d'aucune tentative de restauration. Ils ont été entassés dans un entrepôt. Et pendant 12 longues années, ils y ont pourri. La moisissure a attaqué l'encre. Les sociétés généalogiques, les historiens, les universitaires ont écrit des lettres désespérées, suppliant le gouvernement de copier, de photographier ou de préserver ce qui pouvait encore l'être. Le gouvernement a publié des démentis rassurants, promettant qu'aucune destruction n'était à l'ordre du jour. Puis, en décembre 1932, le greffier en chef du bureau du recensement a glissé silencieusement les volumes survivants de 1890 dans une liste bureaucratique de routine répertoriant la paperasse destinée aux pilons. Le bibliothécaire du Congrès a été officiellement consulté pour s'assurer qu'aucun patrimoine inestimable n'allait être détruit. De manière stupéfiante, il a répondu que ces registres contenant la vie de 63 millions de citoyens ne possédaient aucune valeur historique justifiant leur conservation. Le Congrès a officiellement autorisé la destruction totale de ces registres le 21 février 1933. Le lendemain, le 22 février 1933, le président Herbert Hoover posait en grande pompe la première pierre du bâtiment des Archives nationales des États-Unis. Un jour d'écart. Ils ont incinéré le document le plus crucial pour la généalogie de millions de familles, exactement 24 heures avant de commencer à couler le béton du bâtiment, censé protéger la mémoire de la nation. Sur 63 millions de noms scrupuleusement notés, il ne reste aujourd'hui qu'à peine 6000 fragments dispersés. Le trou noir a été institutionnalisé. Ce n'est pas une coïncidence. Lorsque vous constatez que 97% des archives des orphelinats et des agences de placement de cette époque sont aujourd'hui perdues, brûlées ou scellées par le secret médical, lorsque les organisations religieuses et caritatives d'aujourd'hui ne fournissent que des informations non identifiantes aux descendants qui posent trop de questions, lorsque l'unique recensement fédéral, qui aurait pu éclairer de l'intérieur ce gigantesque programme d'ingénierie humaine, a été laissé à l'abandon, puis consciencieusement purgé par décret gouvernemental, vous cessez de croire à la malchance. Ce que vous observez, c'est l'architecture d'un mur généalogique. C'est l'assurance cryptée, encodée dans la loi et les flammes, que des millions de personnes ne pourront jamais, au grand jamais, regarder en arrière et découvrir à qui ils appartenaient avant que le sifflet du train ne retentisse dans la plaine. Les généalogistes estiment qu'aujourd'hui, entre 2 et 3 millions d'Américains vivants sont des descendants directs des passagers de ces trains d'orphelins. Des millions de personnes dont les tests ADN et les recherches acharnées viennent s'écraser violemment contre un mur de briques qui se dresse entre 1870 et 1890. S'ils ne trouvent pas les noms de leurs arrière-arrière-grands-parents, ce n'est pas parce que les gens de l'époque ne tenaient pas de registre, c'est parce qu'un système extrêmement puissant a décidé que leur lignée légale et mémorielle devait commencer ex nihilo sur une plateforme de gare poussiéreuse au fin fond du Nebraska, du Kansas ou de l'Illinois. Ces enfants ont été transformés en ardoises vierges par un État et une constellation d'institutions corporatives et religieuses qui avaient un besoin désespéré de peupler et d'exploiter les terres d'un empire industriel naissant. La machinerie qui a avalé ces enfants, qui a gommé leur passé, qui a menti à leur mère et à leur père, qui les a mis en vitrine comme des chevaux de trait et qui a ensuite allumé l'allumette, au sens propre comme au figuré, pour brûler la piste de papier, cette machinerie n'a jamais eu à rendre le moindre compte. Face aux pressions de la Grande Dépression, à l'évolution des lois sur le travail des enfants et à l'émergence des prémices de l'aide sociale moderne, le programme a été discrètement arrêté en 1929. Mais aucune commission de vérité n'a jamais été convoquée. Aucune excuse officielle n'a jamais été prononcée par l'État. Aucun fonds national n'a jamais été débloqué pour tenter de réunir les fratries des brisés. Ils ont simplement fermé les bureaux, rangé les tampons et laissé le temps implacable faire le reste du travail d'enfouissement. Le silence des archives n'est pas une erreur de parcours de l'histoire. C'est une arme redoutable. Les institutions qui gèrent et régulent le passé savent pertinemment que si vous êtes incapable de prouver d'où vous venez, vous êtes par définition incapable de réclamer ce qui vous a été volé.
Et pendant que des millions de gens cherchent des réponses, en payant des abonnements mensuels à des bases de données commerciales, espérant trouver un lien, l'architecture de l'oubli continue de tourner à plein régime, dissimulée dans les sous-sols, dans les textes de loi obscurs et dans les archives verrouillées par des statuts de confidentialité vieux d'un siècle. Si dans votre propre recherche familiale, vous avez vous aussi heurté ce mur infranchissable des années 1890, si l'histoire de votre sang s'arrête brusquement, sans la moindre explication rationnelle, laissez un commentaire. Partagez cette enquête, non pas pour nourrir des spéculations fantastiques, mais pour documenter rigoureusement la froideur mécanique des institutions qui ont modelé notre présent dans l'ombre. Les enfants de ces trains ne sont plus là pour témoigner. Mais la mathématique implacable de leur disparition, les cendres du recensement de 1890 et les traces des capitaux institutionnels qui les ont déplacés parlent désormais pour eux. L'archive, ou ce qu'il en reste sous forme d'anomalie, persiste toujours pour quiconque est prêt à lire dans le vide, à lire ce qui a été délibérément non écrit. Une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus l'ignorer.